Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information vous propose ce soir une nouvelle séance du cycle psychiatrie, psychanalyse et malaise social. Donc ce soir, il sera question des réformes de l'institution et de ce que devient la psychiatrie sans la référence humaniste. Nous sommes très heureux d'accueillir Francesca Biagi-Chai et Pierre Sidon. Clotilde Leguil, qui est notre conseillère scientifique pour ce cycle, va les présenter et animer la séance. Elle est philosophe, psychanalyste et professeure à Paris 8. Et donc, je vais lui laisser la parole. Je vous rappelle juste que ces séances sont enregistrées, elles sont filmées, retransmises en direct sur le site internet. Et au bout d'un petit délai, vous pouvez les consulter ou en tout cas et aussi les recommander. Les captations sont disponibles sur le site de la BPI, sur le site Balise, dans la web TV de la bibliothèque. Voilà, bonne soirée. Bonsoir à tous. Donc, nous nous retrouvons ce soir pour une troisième rencontre de ce cycle sur psychiatrie, psychanalyse et malaise social. Une troisième rencontre qui va nous amener à entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans l'actualité de l'état de la psychiatrie aujourd'hui en France. Un petit mot sur le titre avant de présenter mes invités. Réforme de l'institution, que devient la psychiatrie sans la référence humaniste? Alors, vous verrez que aussi bien Francesca Biagi-Chai que Pierre Sidon interpréteront à leur façon ce terme de référence humaniste, mais je vais quand même en dire un petit mot. Si j'ai choisi cette formulation, c'est pour faire référence notamment au psychiatre qui était le confrère de Lacan à Sainte-Anne, Henri Hay, qui a écrit sur la valeur humaine de la folie et avec lequel Lacan débat en 1946 dans un écrit intitulé « Propos sur la causalité psychique ». Et cet écrit, vous allez voir que c'est une référence essentielle aujourd'hui aussi pour saisir les enjeux peut-être du déclin d'une certaine clinique psychiatrique. Cet écrit est fondamental et est une référence qui va être citée dans les deux interventions. C'est-à-dire que déjà en 1946, Lacan a aperçu le risque qu'il y aurait pour la psychiatrie à chercher une causalité dans la neurologie ou dans l'organisme. C'est-à-dire le risque qu'il y aurait pour la psychiatrie à disparaître dès lors qu'elle renoncerait à une causalité psychique. Et donc, tout l'écrit de Lacan et le débat qu'il a avec Henri Hay, qui pourtant est un psychiatre qui a une clinique fondée aussi sur la parole, mais tout le débat qu'il a avec Henri Hay est un débat fondé sur la question de la causalité. C'est-à-dire finalement, les maladies que l'on rencontre en psychiatrie relèvent-elles d'une causalité spécifique qui serait psychique, ou est-ce qu'on peut ramener la causalité des maladies psychiatriques à la neurologie? Henri Hay, lui, a essayé de formuler une théorie qui s'intitulait l'organodynamisme, qui essayait de concilier à la fois une certaine référence humaniste et psychanalytique et en même temps une causalité organique. Et Lacan a vu là un danger. Oui, c'est le en même temps, en effet. Pour Lacan, la causalité dont il est question est purement psychique, au sens où il s'agit au sens où finalement les maladies auxquelles on a affaire en psychiatrie, mais aussi en psychanalyse, sont ce que Lacan appelle des maladies de la parole. C'est la parole
qui nous rend malades, aussi bien finalement pour les symptômes qui relèvent de la névrose que pour ceux qui relèvent de la psychose. Et donc, je voudrais simplement citer une phrase de Lacan sur la folie qui, aujourd'hui, apparaît presque d'ordre poétique, tant nous avons affaire à un discours qui tend à scientificiser la folie, à la penser à partir des neurosciences, et même un discours qui nous interdit presque d'employer ce terme de folie. C'est-à-dire que le terme de psychose a été déjà mis à l'écart et on lui a substitué celui de handicap quand cela a été possible. Et le terme de folie aujourd'hui apparaît aussi comme un terme qui serait voué à disparaître. Alors, ce qui est très beau quand même dans ce que dit Lacan de la folie, même si Lacan ne s'est pas référé à l'humanisme en tant que tel, mais malgré tout, voilà, si on a choisi ce titre, c'est que Lacan lui aussi reconnaît la valeur humaine de la folie, c'est-à-dire le fait que la folie nous concerne chacun. Et il dit ainsi que le risque de la folie n'est pas du tout un risque d'ordre neurologique ou d'ordre génétique, mais le risque de la folie se mesure, écrit-il en 1946, à l'attrait même des identifications où l'homme engage à la fois sa vérité et son être. C'est une phrase qui est peut-être un petit peu compliquée si on la découvre pour la première fois. Bon, certains la connaissent déjà, mais ce qui est, en tout cas, ce qu'on peut faire résonner déjà ce soir pour introduire les interventions que nous allons entendre, c'est le fait que pour Lacan, la folie s'approche à partir de la question de l'être, de la vérité et du rapport à la signification, la façon dont, et du rapport finalement au langage. Voilà. Donc, nous allons d'abord entendre l'intervention de Pierre Sidon, qui est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, qui est aussi psychiatre et qui est aussi directeur d'une institution en toxicomanie en banlieue parisienne. Donc, il dira peut-être quelques mots. Et je lui donne la parole en premier parce qu'il va développer un propos sur les enjeux vraiment actuels de l'institution psychiatrique. Merci Clotilde. Merci à Isabelle qui nous invite aujourd'hui pour en effet faire le point sur un sujet qui peut-être n'était pas aussi brûlant au moment où vous avez choisi de faire ce cycle de conférences sur la psychiatrie. Et j'ai choisi en effet pour ma part de coller à l'actualité brûlante de ces personnels soignants perchés au Havre, en grève à Niort, en grève illimitée à Saint-Étienne, en grève de la faim à Rouen, manifestant dans les rues de Paris la semaine dernière. On n'avait pas connu un tel émoi depuis longtemps en psychiatrie. Je ne sais pas si on n'a jamais connu de tels phénomènes en psychiatrie. Le quotidien Libération titrait sur la psychiatrie en une le 9 janvier dernier, la psychiatrie à cran. Dans un dossier, au détour de reportages sur quelques situations plus ou moins problématiques, on trouve une interview au centre, celle de la contrôleuse des lieux de privation de liberté, Madame Adeline Azan, qui regrette une psychiatrie inhumaine. Le terme de humanisme, inhumain était déjà présent. Et elle appelle de ses voeux à ce que cette psychiatrie soit moins axée sur la sécurité. Si sa mission était de contrôler l'utilisation réglementaire des moyens d'enfermement et de contention, son utilisation critique du terme de sécurité laissait néanmoins apparaître une conception sous-jacente de la discipline. On déplore en effet une psychiatrie à l'abandon et réduite à entraver les patients, faute de pouvoir leur consacrer le temps suffisant et l'attention nécessaire. Et probablement que cette situation permet à la contrôleuse de dire que la sectorisation n'a pas atteint ses objectifs et que le système est resté très centré sur l'hôpital. Et de fait, il y a là des accents qui trouvent l'origine, à mon avis, dans une idée orientée vers l'idéal de désinstitutionnalisation, de désaliénisme, qui peut aller jusqu'à l'antipsychiatrie pour certains.
c'est-à-dire l'idée que contraindre, enfermer, attacher sont les symptômes d'un certain échec d'une psychiatrie, donc inhumaine, dont la réussite, au contraire, se mesurerait à l'aune de la disparition, plus ou moins complète, de toute forme d'hôpital. Alors, je crois que Francesca en dira un mot tout à l'heure. Au fond, la suppression des établissements au profit de soins ambulatoires, voire d'une prévention qui serait totalement réussie, aboutissant en amont à une réalisation parfaite du concept de santé mentale. Ça n'est que la pointe extrême d'un courant, bien sûr, parce que la plupart des praticiens et des soignants n'ignorent pas les bienfaits de l'hospitalité. C'est même un terme qui est utilisé très largement, l'hospitalité. L'hospitalité sous toutes ses formes, dont celle de l'hospitalisation temps plein. Mais il me semble que cet idéal de désaliénisme irrigue une certaine mauvaise conscience d'une psychiatrie dont les idéaux de liberté, qui sont aussi ceux de l'époque, entrent en conflit avec une pratique héritée de plusieurs siècles. En face de ce courant, un livre fait l'actualité depuis plusieurs mois et tente de profiter du mécontentement pour avancer sur d'autres visées, me semble-t-il. Il s'agit du livre des professeurs Le Boyer et Liorca, Psychiatrie, l'état d'urgence. C'est un livre polémique, mais qui se présente comme un travail impartial, qui jugerait de la situation avec distanciation, alors qu'en fait, il est en psychiatrie un des acteurs dominants, écrit par 2 professeurs d'université, financé par un think tank néolibéral, la Fondation Montaigne, édité par la Fondation Fondamentale, qui représente le courant neurobiologique et génétiste qui est quasi ubiquitaire en psychiatrie universitaire aujourd'hui. Et le matin de la manifestation de la semaine dernière, le 22 janvier dernier, la Fondation tweetait manifestation ce matin pour sauver la psychiatrie publique qui manque de moyens et doit être repensée pour proposer prise en charge et soins de qualité. Et une petite publicité pour leur livre, nos propositions tirées de Psychiatrie, l'état d'urgence, etc. Il y a eu des réactions sur Twitter à ce tweet le soir. Il y en a un qui dit, Zoukma, qui répond « Ceux qui manifestaient aujourd'hui n'avaient pas l'air favorables à votre campagne de récupération. Ils criaient même fondamental, suppôt du capital. D'ailleurs, on n'y a vu personne de chez vous. » Et JZK13 citait Bossuet, lapidaire, une phrase à la mode en ce moment, « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » C'est assez juste. Alors, on pourrait croire ces 2 courants qui se font face aux antipodes l'un de l'autre. Et d'ailleurs, le psychiatre Mathieu Bellassène s'étrangle le lendemain, sur son blog de Mediapart, de voir la révolte des personnels soignants récupérés par Liorca et Le Boyer et leur relais médiatique. Et on a, en effet, d'un côté, cette psychiatrie qui se dit humaniste, qui prône l'échange, le dialogue, la parité entre soignants et soignés, qui demande l'augmentation du nombre de psychiatres et d'infirmiers, et puis, de l'autre, un courant qui s'affirme chaque jour davantage, qui est pour une psychiatrie scientifique, disent-ils, organiciste, celle des questionnaires, du DSM, et qui vante les mérites du machine learning, les promesses de l'intelligence artificielle, attend beaucoup des applications numériques, tout ça c'est dans le livre de Le Boyer-Liorca, des robots psychiatres même, des applications sur smartphone qui sont développées par des psychiatres, pour avoir le psychiatre dans la poche. Ce courant universitaire, principalement, qui se satisfait de la démographie médicale, hein, à l'exception du nombre d'universitaires qu'il faudrait augmenter, disent-ils dans leur livre, sans jamais parler de la pénurie de personnel soignant. Il faut le faire. Un oubli stratégique majeur. Ils auraient pu faire au moins semblant. Or, quand on lit ce livre, la critique d'hospitalocentrisme arrive comme un des premiers et principaux motifs critiques et rejoint sur ce thème l'extrême du courant opposé. De même, pour le concept de santé mentale, qui réunit tous les suffrages des 2 bords par des chemins opposés. D'un côté, on prône la liberté d'expression et l'absence de normes, et de l'autre côté, on prône la rectification des idées erronées et l'idéal d'une absence complète de symptômes. Pareil pour le concept de déstigmatisation qu'on retrouve des 2 côtés, pour des raisons différentes aussi, parce que d'un côté, nous sommes tous fous, et
de l'autre côté, parce que la dépression peut toucher tout le monde. Les deux courants se rejoignent encore subrepticement lorsque, d'un côté, il y a un égalitarisme de bonne aloi dans une certaine conception antipsychiatrique, et cette conception profite au cynisme du complexe industriel, parce que c'est quelque chose de cet ordre-là, qui installe les pères aidants à la place des professionnels et qui se frottent les mains de la disparition d'un échelon intermédiaire entre le patient et l'industrie, qui peut être l'industrie pharmaceutique, mais pas seulement, puisque le psychiatre est considéré comme un empêcheur de prescrire, quelqu'un qui va donner un avis parfois plus nuancé. Et donc ça empêche ce qu'on appelle le direct-to-consumer advertising, c'est-à-dire vous avez une publicité pour un médicament qui va toucher directement le consommateur. Ça, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça en France, on fait ça aux États-Unis. Autre point de convergence, les deux courants ne trouvent aucun sujet de désaccord lorsqu'il s'agit de dénier la responsabilité sécuritaire, pourtant fondatrice de la psychiatrie. En arguant d'un sempiternel mantra, les malades mentaux sont plus souvent victimes que dangereux. C'est assez décevant que nos amis qui sont défenseurs de la singularité éprouvent ici le besoin d'un recours aux statistiques pour se soustraire à la responsabilité professionnelle. Et à quelles statistiques ? Parce que ce sont des statistiques qui se basent sur quoi ? Ce sont des statistiques qui se basent sur le taux extrêmement bas des articles 122 au pénal, c'est-à-dire des non-lieux pour abolition du discernement. Or, on sait que les experts psychiatres sont très réticents à déclarer ces dernières années ce verdict qui va conduire à un non-lieu psychiatrique. Et ce phénomène de l'expertise psychiatrique a grandement contribué à la pénalisation de la maladie mentale. C'est pour cette raison que j'avais décliné l'invitation qui m'avait été faite de participer au collectif des 39, qui se serait appelé les 40 sans cela. Cette étrange confluence sur plusieurs points clés est donc pour le moins troublante. Elle témoigne en tout cas d'un rejet partagé de ce qui avait constitué la psychiatrie. Avant d'aller plus loin, je pense que ça permet déjà de rendre assez sensible l'incapacité d'une certaine résistance de cette psychiatrie humaniste face à la situation et aux grandes manœuvres qui se déroulent en cours et que nous allons voir. Et cette impuissance se retrouve d'ailleurs dans les plus hautes sphères de la discipline, parce que si le milieu universitaire est très majoritairement acquis aux thèses neurobiologistes et génétistes, il faut ajouter aussi que ceux qui ne les revendiquent pas ne s'y opposent pas avec virulence. En tout cas, pas avec la virulence qui fait qualifier l'abord psychothérapeutique d'accessoire, voire de charlatanisme par les tenants des neurosciences. C'est par exemple le cas de l'éminent professeur Gols, qui, dans son interview au magazine Le Point récente, déclarait « Tous les crédits vont actuellement à la génétique et aux neurosciences. Or, si l'on peut expliquer les troubles mentaux par des déterminants endogènes, la neurobiologie, ou par des déterminants exogènes, le contexte familial, social, le mieux est évidemment d'essayer de comprendre comment, le plus souvent, ces aspects s'imbriquent. » C'est une approche généreuse. C'est l'approche la plus communément partagée par les praticiens en France. Elle met sur le même plan d'égalité les trois éléments de la causalité qu'elle dénomme le trépied biopsychosocial. C'est un piège à humanistes qui a très bien fonctionné depuis plusieurs décennies, en faisant fond sur une vertu cardinale de l'éthos contemporain, l'éclectisme. Mais pour les neuroscientistes, en effet, le psycho, c'est pas très différent du bio, parce que le psycho est engrammé dans le cerveau. Et de même pour le social, dont il est un reflet. Par conséquent, pour eux, l'environnement, ça n'a pas le même sens que pour nous. L'environnement, pour la neurobiologie par exemple, c'est pas la culture. Quand on parle de déclenchement d'une pathologie par l'environnement, pas du tout. L'environnement, c'est l'épigénétique par exemple. Les mots n'ont pas le même sens. L'épigénétique, c'est ce qui détermine l'expression des gènes. Donc tout est génétique en dernier ressort pour eux. Et donc la causalité sociale ou psychique ne vaut que par l'expression d'un gène. Alors c'est une espèce de réductionnisme très fort et qui fait que ce trépied biopsychosocial ne les engage pas, quant à eux, à aucune réciprocité.
Pour eux, tout ce qui n'est pas bio est adjuvant. C'est le terme qu'on utilise en médecine pour les thérapies qui sont accessoires. Et pour la psychiatrie, la psychothérapie, on parle de psychothérapie de soutien. C'est-à-dire que parler, ça fait du bien. Vous avez une maladie, mais allez parler, ça vous fera du bien quand même. Ça fait du bien à tout le monde. Donc, accepter la causalité neurologique, fût-ce à égalité avec la causalité psychique ou sociale, c'est une position généreuse qui n'est malheureusement pas réciproque. Et dès lors, ça peut devenir une position de faiblesse face à des chercheurs ou des praticiens qui sont certains. Ils sont certains au point que des décennies de recherche infructueuse n'ont pas réussi à ébranler cette certitude. Ils sont d'ailleurs prêts à faire, comme Le Boyer et Liorca, table rase de toute la psychiatrie, toute une psychiatrie patiemment établie depuis des siècles, au profit de la recherche qui, il faut bien le dire, est juste une promesse, une croyance. Comment s'étonner ensuite, dans une époque qui est entièrement tournée vers les promesses de la science, que tous les crédits, comme le dit le professeur Goltz, vont actuellement à la génétique et aux neurosciences? C'est être naïf. Et c'est d'autant plus incompréhensible qu'il s'agit d'une attitude très accommodante de psychiatres qui sont prêts à accueillir toutes les orientations. Le lien psychiatrie-psychanalyse a été rompu, comme l'écrit Libération sous la plume d'Éric Favreau. La maladie mentale souffre d'un environnement théorique délabré, voire épuisé, écrit-il. L'alliance entre la psychanalyse et la psychiatrie qui a dominé comme modèle théorique dans les 70 dernières années est moribonde. La biologie, les médicaments, les neurosciences sont désormais archi-dominants, et cela sans le moindre contrepoids. C'est un point que nous développons ailleurs avec Francesca Biaggi, notamment dans le dernier numéro de la revue Horizon, intitulé « La psychiatrie à la rue ». Si ça vous intéresse, je vous donnerai les coordonnées. Toute une génération de psychiatres a cru, depuis des décennies, à espérer dans la causalité neurologique. Mais si la psychanalyse a disparu, comme l'écrit Éric Favreau, si elle a disparu de ce lien à la psychiatrie, parce qu'elle n'a pas disparu de la cité, bien au contraire, c'est parce qu'elle a été chassée de l'enseignement par quelques psychiatres, ces quelques psychiatres universitaires qui font mine de déplorer aujourd'hui, en effet, les effets dont ils sont la cause. Et pour eux, il n'y a pas débat, en effet. La psychanalyse est une référence qu'ils ne citent qu'au prix d'allusions discrètement menaçantes. Par exemple, dans le livre suscité « La pratique de la psychanalyse non médicale », je cite, « dans un cabinet médical pourrait être source de confusion ». Ou bien on euphémise, évoquant une perte relative d'influence de la psychanalyse à la fin du XXe siècle. Mais en chassant la psychanalyse, en effet, c'est toute une conception de l'homme qu'on installe, une conception qui a débouté la causalité psychique que le traitement moral avait installée en fondant la psychiatrie. On peut donc dire aujourd'hui que certaines positions qui se veulent humanistes et bienveillantes, prenant l'abord par la parole, et la psychiatrie dans la cité plutôt que dans les hôpitaux, ont pu se retrouver victimes et même innocemment complices par leur ouverture, leur éclectisme, leur refus de l'hospitalisation aussi, victimes de positions beaucoup plus problématiques et qui sont aujourd'hui sur le point, on peut le dire, d'empocher un champ qu'ils ont contribué à dévaster. L'historienne Jeanne Goldstein, que je vous recommande chaudement, rappelle que l'adoption par Pinel du traitement moral fonctionna comme le paradigme officiel de la psychiatrie. Ce traitement, le traitement moral, se fit aux dépens du traitement physique qui avait jusqu'au milieu du XVIIIe siècle les préférences des praticiens. Je crois que pour comprendre le destin de la psychiatrie, on peut s'interroger. Qu'annonce le mouvement inverse de celui observé à la naissance de la psychiatrie, c'est-à-dire aujourd'hui l'abandon partout de l'abord de la folie par la parole, au profit à nouveau des traitements physiques. Bon, je passe rapidement sur certains gadgets thérapeutiques que notamment Liorca et Le Boyer mettent en avant. La remédiation cognitive et la réhabilitation sociale, notamment, qui présentent comme des progrès scientifiques majeurs, alors que ce sont des rebadgeages, des ressucés de vieilles méthodes autoritaires de suggestion.
Il s'agit de faire la bonne mesure et de ne pas avoir l'air de constater qu'on est uniquement technique et qu'on n'a que des traitements de type chimiothérapie, physiothérapie, comme au bon vieux temps. En quoi consistait le traitement moral? Et quel lien a-t-il avec les traitements contemporains de la parole? Eh bien, il s'agissait principalement d'agir sur l'intellect et les émotions, conformément aux théories de l'époque, qui étaient théories sensualistes, et qui considéraient que la folie était un trouble de l'imagination. On peut considérer dès lors que le traitement moral est l'ancêtre de la psychothérapie et de toute approche psychothérapique contemporaine. Et certainement, on pourrait dire, un prélude à la psychanalyse, qui est une discipline des passions s'il en est. D'ailleurs, à la fin de son enseignement, dans le séminaire RSI, Jacques Lacan considérait même la paranoïa comme un englument de l'imaginaire. Alors ces traitements, par contre, les traitements physiques qui reviennent à la mode, quels sont-ils? Est-ce qu'ils sont si différents des traitements physiques qui se pratiquaient au XVIIIe siècle notamment, saignée et purge principalement? Enfin, il y avait aussi des traitements de force, la roue, les bains glacés, la trépanation, la lobotomie, jusqu'à récemment, les cures de malaria, d'hypoglycémie. Est-ce que les psychotropes, les électrochocs, aujourd'hui, le traitement par ondes magnétiques, la neurostimulation, sont si différents? Je ne crois pas. Je crois qu'ils sont simplement moins nocifs. Et il se trouve qu'ils ont certainement plus d'efficacité aussi. Ils aident beaucoup. Je crois qu'ils soulagent. Par contre, ce qui est problématique, ce n'est pas leur usage. Ce qui est problématique, c'est qu'ils peuvent être le vecteur d'une croyance qui en ferait des traitements efficaces sur la cause des maladies mentales, si tant est qu'une telle chose existe. Cette croyance exclut alors souvent le recours à la parole, comme on l'a vu. Je rappelle pour l'instant qu'on ne sait strictement rien du mécanisme d'action des médicaments, pas plus que des électrochocs d'ailleurs, ou de la neurostimulation. On dit on va stimuler à tel endroit parce qu'on suppose qu'il se passe quelque chose. On en parle de ces traitements en disant ce qu'on sait, en disant ce qu'on constate, de modifications qu'ils produisent par rapport à ce qu'on sait observer dans le cerveau. Par exemple, on mesure le taux d'un neuromédiateur. On ne sait pas grand-chose. Et on ne sait même pas corréler ce qu'on constate, par exemple le taux d'un neuromédiateur, avec des symptômes qu'on entend traiter. Et l'exemple le plus fameux, c'est celui de la sérotonine, qui a été utilisé comme un discours marketing pour vendre le Prozac et ensuite les autres antidépresseurs MeToo de la série. Mais il y a eu des centaines d'études sur la question, on n'a jamais retrouvé de corrélation sur le taux de sérotonine dans le liquide céphalorachidien et la dépression, le suicide. Il y a eu des centaines d'études sur des gens vivants, des gens morts, etc. Rien. On serait donc tenté dès à présent de donner une réponse à la question qu'on avait posée et de dire que la disparition du registre de la parole en psychiatrie serait le symptôme de la disparition de la psychiatrie, comme finalement l'apparition du traitement moral a été le symptôme de l'apparition de la psychiatrie. Ça serait tentant, mais je pense que c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que ce qui a préludé principalement à la naissance de la psychiatrie, le traitement moral, n'est pas ce qui a réellement établi la psychiatrie comme discipline et comme métier. Ce qu'il a établi sous sa forme actuelle, c'est un transfert de pouvoir de la justice à la médecine, allié à l'administration, et qui s'est inscrit sous la forme de la loi de 1838. Il y a eu des débats de plusieurs années, avec des résonances très contemporaines sur l'équilibre des pouvoirs, le fait que le pouvoir judiciaire perdait de son pouvoir au profit de l'administration. C'est un débat très intéressant qui existe aujourd'hui toujours en démocratie, bien sûr. L'Ancien Régime connaissait une procédure principale concernant la folie, c'était l'interdiction. C'était une mesure judiciaire longue, d'instruction très longue et lourde de conséquences. Être interdit, c'était interdit dans le sens de l'exercice de sa capacité d'être adulte, sa capacité juridique. Avec la loi de 1938, on passe de l'interdiction à l'enfermement comme procédure administrative. Et donc c'est une procédure rapide. Et cette rapidité est un des arguments à l'époque qui a prévalu dans le débat en faveur de la loi de 1938. Il y a eu cette efficacité qui était un argument, mais aussi l'argument d'Esquirol, largement développé par ses élèves, dont Falleret,
qui était sur le fait que l'enfermement apaise les esprits, que l'enfermement a des vertus thérapeutiques sur la folie, en tout cas sur l'agitation. Et enfin, un argument assez amusant de l'époque de Faleret, qui était que l'administration était d'essence essentiellement paternaliste, qui est un bel argument et pas tout à fait faux, qui finira par convaincre le Parlement. Or, en 2011, nous avons vu une réforme qui a défait ce que la loi de 1938 avait fait partiellement et qui a instauré à nouveau la judiciarisation de la psychiatrie, de l'enfermement en psychiatrie, avec même une extension de l'obligation de soins sous contrainte jusqu'aux soins sous contrainte à domicile, c'est-à-dire en dehors du domaine hospitalier de l'enfermement. Eh bien, j'aime bien rappeler à ce sujet ce que le très grand psychiatre français Clérambault disait en 1908 dans une note sur le régime des aliénés en Angleterre. Je le cite, « La conception de l'aliénation qui gouverne ces dispositifs nous semble à la fois peu clinique et peu pratique. Elle admet que tout profane peut être qualifié pour diriger un interrogatoire d'aliéné et pour reconnaître un délire. Subordonné à des impressions personnelles ou à des préventions diverses, la reconnaissance de l'aliéné devient souvent aléatoire. En outre, le juge, à peu de choses près irresponsable, offre aux représailles bien moins de surface qu'un praticien. » Ça, c'est Clérambault et son style très cru. Oui. Et donc, juge, dit Clérambault, à peu de choses près irresponsable. C'est pas faux. Et voilà où nous en sommes actuellement. Abandon du traitement moral et de ses glorieux descendants, abandon de la responsabilité de l'enfermement et des conséquences qu'on voit tous les jours, au premier rang desquelles des patients, on peut le dire aujourd'hui, puisque aussi bien la critique de l'enfermement administratif était celle d'internement abusif, aujourd'hui on assiste à des externements abusifs en masse. Les patients sont abandonnés à leur sort, situation qu'on a connue en Italie et dont Francesca dira ce qu'il y a à en dire tout à l'heure, certainement. Les patients sont criminalisés parce qu'ils sont poussés au crime avant d'être pénalisés et dérivés vers la prison, à l'occasion, grâce à l'opérateur expertise qu'on a évoqué et qui est un opérateur qui n'est pas neutre. Alors, est-ce que c'en est fini de la psychiatrie? Tout le laisserait à penser. Et je me suis abandonné à le penser il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. Ça serait ignorer ce que Lacan nous indique de la psychiatrie comme un service social pas près de disparaître. Service social pas près de disparaître. La question qui se pose, en effet, est plutôt, dès lors, qui la prendra en charge si ce n'est pas un domaine de la médecine? Qui assurera cette espèce d'embrayage civilisateur qui, au fond, permet une articulation souple, sans trop de difficultés entre la liberté créative essentielle de la folie, la vérité humaine que représente la folie, en tant que limite de sa liberté, disait Lacan en 1946, qui assurera cet embrayage souple, sans trop de dégâts, entre la folie et le social, la nécessité d'un certain ordre public. La misère a toujours eu des attaches avec la folie, et la charité déployait son aile protectrice, jadis, jusqu'au XVIe siècle, sur tous les indigents, indifférenciés, plus ou moins indifférenciés. Il n'y avait pas la clinique. Et c'est l'apparition des prémices de l'État moderne qui a tout changé avec l'urbanisation, qui a précipité énormément de vagabonds sur les routes en France, qui est très bien décrit par Jeanne Goldstein dans son ouvrage de 87. Et donc, un ébranlement considérable de l'ordre social qui voyait les difficultés subjectives des sujets pris en charge par la famille, par le village, par les communautés religieuses, et ça dans tous les pays, pas qu'en France. La charité n'appartient pas qu'au christianisme. Et cette prise en charge de l'indigence, de la pauvreté, de la folie, témoignait d'une prise en compte d'un réel humain fondamental qui a été bouleversé
jusqu'à la Révolution française, où l'ordre social instaure un contrat social à la place, on peut dire, de la charité en ce qui les concerne. Et donc ça passe au compte de l'administration ensuite avec la loi de 1938. La psychiatrie naît de ce processus de sécularisation et prend le relais de cette charité avant d'être aujourd'hui quelque peu ébranlée, si ce n'est balayée, par l'extension d'un processus contemporain de la civilisation qui est un processus d'universalisation. Donc la folie tend à ne plus être institutionnalisée. Alors, Le Boyer et Liorca font mine de réduire leur visée à... Vous savez, ils vont dans les médias partout en disant « mais c'est juste un problème d'organisation, on est là pour être rationnel, il faut mettre les gens au bon endroit, il n'y a pas trop de psychiatres, il n'en manque pas non plus, c'est juste il faut les mettre à tel endroit, et puis faire comme des préfets de santé qui vont faire des filières où les patients seront pris en charge avec une meilleure administration, c'est pour le bien de tout le monde, on n'a pas d'idéologie, ils ne font pas de politique. Néanmoins, ce qui est très clair, c'est qu'ils vantent dans leurs livres la privatisation de façon très discrète, qui a beaucoup d'atouts. Par exemple, les cliniques privées ne stigmatisent pas. Cliniques privées qui financent par la Fondation fondamentale leurs livres. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit bien sûr d'un marché, parce que tout se privatise, et la santé mentale se privatise. Il y a un marché du mental, selon l'expression de Jacques-Alain Miller, et ça excite les appétits des investisseurs. Une autre conséquence de ce processus de désinstitutionnalisation, c'est un petit peu ma partie, c'est que on constate qu'au passage de l'Ancien Régime à la Révolution, les signifiants qui qualifiaient l'insensé sont abandonnés. Le signifiant d'insensé est abandonné au profit du signifiant aliéné. Et ça a attiré mon œil parce que, mon oreille, je me suis dit, voilà, c'est probablement le symptôme du fait qu'à partir de la Révolution, on veut que l'homme soit libre. Et donc l'aliéné objecte, et on le qualifie du fait qu'il objecte à cette universalisation, à cette liberté pour tous. Alors l'aliéné est promis à la liberté par le psychiatre, qui s'est d'abord libéré lui-même, parce que, comme disait Lacan, l'antipsychiatrie, le vrai sens de l'antipsychiatrie, c'est d'abord la libération du psychiatre, charité bien ordonnée. Et le patient n'est pas libéré malgré tout, parce que bien souvent, les patients se retrouvent addicts. C'est-à-dire que leur corps reste aliéné. À quoi? À une activité compulsive, une substance. Il faut croire qu'il n'y a pas de liberté. Faute d'être aliéné à l'autre, il se trouve que le sujet devient aliéné à l'objet qu'il a dans la poche, le gadget, bientôt au smartphone psychiatre dans la poche. La psychanalyse dans tout ça, eh bien, on est là pour quoi? On est là pour indiquer les impasses qui vont résulter de ce changement d'époque, les impasses qu'on peut lire déjà dans ce réductionnisme effréné en cause. Il s'agit de l'homme neuronal, un humain qui est très idéalisé comme machine cybernétique. Ce qu'on imagine de l'homme aujourd'hui, c'est copié sur l'ordinateur, ce qu'on a aujourd'hui sous la main comme ordinateur, sans articulation avec le corps. C'était déjà ce que disait Heidegger à propos de la science, qui ne pense pas, avant que Lacan théorise ça sous la forme de la forclusion du sujet par la science. Heidegger qui évoquait l'humanisme en disant que l'humanisme suppose une conception de l'homme, c'est-à-dire une métaphysique. Or, quelle est la métaphysique de ce scientisme à l'œuvre? Eh bien, il me semble que c'est celle d'un humain débarrassé de ce que Lacan appelait le parasite langagier. C'est un parasite langagier qui a des effets qui ne sont pas uniquement de communication, d'illusion de communication, puisque c'est surtout du malentendu quand on parle. Mais ce parasite langagier, il a des effets de jouissance, c'est-à-dire que du fait qu'on parle, il se passe quelque chose dans le corps. Et c'est ça qui est rejeté et qui est coupé par la dimension scientiste. Et donc, on se retrouve avec cette conception de l'humain débarrassé de ça et augmenté, par ailleurs, par des prothèses, qui sont éventuellement des prothèses chimiques, mais pas uniquement, il y en aura beaucoup d'autres. On les voit déjà apparaître.
Donc c'est ce que le premier à l'appeler comme ça, c'était Baudelaire dans Les Paradis artificiels. C'est ce que Baudelaire a appelé l'homme augmenté. C'est lui qui a retrouvé ça. Et cette conception produit donc un post-humain amputé de son humanité. Et ça ne touchera donc pas que la folie, bien sûr, ça nous touchera tous. Une psychiatrie pourtant est possible. C'est celle qui tient compte du réel de la folie, au contraire des antipsychiatries humanistes ou scientistes qui le dénient. Tenir compte, c'est ne pas reculer devant la nécessité de quoi? Par rapport à la folie. De l'aborder, la protéger, la contenir, hein, s'il le faut, en dernière extrémité, afin de protéger le sujet et la société. Parce que parfois, ce n'est pas l'alternative, la liberté ou la mort dont il s'agit. C'est qu'il s'agit bien de la liberté et donc de la mort. Merci beaucoup, Pierre Sidon, pour ce parcours, mais aussi cet éclairage extrêmement précis sur, pas seulement sur l'état de la psychiatrie, mais sur tous les enjeux finalement conceptuels et éthiques qui sont en présence. Donc finalement, ce que je retiens, c'est ce parcours que tu effectues pour montrer les conséquences catastrophiques de ce décrochage de la psychiatrie et de la psychanalyse. Parce que finalement, ce que tu nous as montré, c'est que la psychiatrie, en tant qu'elle a introduit la notion de traitement moral et qu'elle s'est intéressée aux passions, elle prélude en quelque sorte à la psychanalyse et finalement cette scientifisation actuelle, donc d'un côté cette scientifisation, d'un autre côté ce courant finalement peut-être social de critique de l'institution, de critique de l'hôpital et qui tend finalement à laisser les patients errer en quelque sorte, eh bien ces deux courants se rejoignent. Ça peut paraître étonnant, mais finalement ces deux courants actuels se rejoignent dans leur rejet finalement de la causalité psychique, dans leur rejet du transfert et dans leur rejet du sujet. Parce que finalement on a d'un côté une explication qui tendrait à aborder la folie à partir du social et à critiquer donc essentiellement l'enfermement, et d'un autre côté un courant qu'incarne donc ce livre qui, pour nous bien sûr, est décevant parce que ce titre Psychiatrie état d'urgence pouvait faire espérer qu'on allait justement s'apercevoir de la nécessité de réintroduire une prise en charge en partie psychanalytique et par la parole. Mais donc finalement, voilà, ces deux courants se rejoignent sur ce point. Et ce que tu as vraiment très bien montré, je trouve, à la fin, c'est toute cette embrouille qu'il y a autour de la notion de liberté et d'aliénation. Puisque finalement, tu as remarqué qu'on est passé avec la Révolution française du signifiant d'insensé, pour parler de la folie, au signifiant d'aliéné. Et évidemment, ça nous fait penser à la façon dont Lacan a renversé cette question de l'aliénation et de la critique de l'enfermement, en allant en 67 jusqu'à définir le fou comme l'homme libre. C'est-à-dire, au lieu de le définir comme l'aliéné, justement, il dit non, le problème, c'est pas est-ce qu'on les enferme, est-ce qu'on les laisse à l'extérieur. Le problème, c'est le rapport au langage, et justement, le problème, c'est de ne pas être aliéné par le langage, ne pas consentir à être pris dans la chaîne signifiante et dans le rapport à l'autre, et finalement d'abandonner les sujets sans prise en charge du point de vue de la parole, de les abandonner pour ne pas les enfermer, conduit finalement à les abandonner à une aliénation, comme tu l'as dit à la fin, à l'objet, qui ne les rend pas plus sujets.
Voilà. Donc on reviendra tout après, il y a beaucoup de questions sûrement qui te seront posées, mais je voudrais passer la parole maintenant à Francesca Biaggi-Schai, qui est aussi psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et psychiatre, et qui a longtemps travaillé à l'hôpital et qui va nous parler de son expérience. Oui, pas tout à fait. Je vais plutôt, mais c'est très juste en même temps, c'est plutôt de donner, au fond, quelques armes pour que, à partir justement de ce qu'a dit Pierre Sidon, on puisse, lorsqu'on est interpellé, savoir à quoi la psychanalyse peut bien servir. Et comment est-ce qu'elle se repère et comment est-ce qu'elle permet d'orienter la psychiatrie, comment elle permet d'orienter la transformation des institutions. Et donc, il faut nécessairement, là, refaire une sorte de parcours et non pas se contenter simplement d'énoncer quelque chose au fond, avec l'immédiateté que notre société actuelle nous réclame. Et donc, voilà. Alors, ça sera, si tu permets, ça sera donc la troisième voie, la voie autre, avec un grand A, la voie de la psychanalyse, VOIE. Donc, par rapport aux deux pôles que tu as fort justement soulignés comme étant les deux faces d'une même pièce. Donc, la question de la psychiatrie est toujours d'actualité. Pourtant, on aurait pu penser, avec la découverte de la psychologie et a fortiori de la psychanalyse, que la psychiatrie comme telle allait disparaître. En effet, au profit d'une prévention de la pathologie, et notamment avec les psychothérapies ou les psychanalyses d'enfants telles que Anna Freud ou Mélanie Klein, pour n'en citer que deux, et les principales ont pu avancer, on a pu croire qu'une meilleure connaissance de l'humain pouvait conduire au bonheur pour tous. Il y a eu de ça dans les débuts de la psychanalyse, et peut-être même est-ce qu'on est encore dans cette attente. Et c'est de ça dont nous avons à nous méfier. Connaître les mécanismes psychiques humains dès leur naissance, est-ce que cela aurait pu prévenir ce que l'on nomme à tort les maladies mentales, comme on nous l'a exposé? Ça aurait pu être une utopie moderne qui, a priori, ne semble pas tout à fait délirante, mais que la psychanalyse, par définition, refuse, rejette, exclut, comme appartenant au domaine de l'illusion et relevant, pourquoi ne pas le dire, avec des mots modernes, du déni de la réalité, déni que notre société s'emploie à qualifier toutes les 5 minutes et qui n'est évidemment rien d'autre que cette question forclusive, c'est-à-dire quelque chose dont on ne voudrait absolument rien savoir et même que l'on voudrait amputer de la réalité. Donc c'est bien l'illusion qui est là, on voudrait que ce soit autrement. En fait, donc on est encore tous croyants, même si on se croit athée. Et donc, au-delà de la réalité, de quoi s'agit-il? Il s'agit du déni du réel, c'est-à-dire de la réalité dans sa forme, de la réalité psychique, dans sa forme singulière, c'est-à-dire encore le symptôme de chacun. Aujourd'hui, plus que jamais, notre société refuse la folie dans toutes ses nuances. Cependant, la folie, quand elle rompt le discours, les postures sociales, elle se manifeste en effraction à l'ordre du monde. C'est pour ça que la psychiatrie existe toujours et qu'elle est une branche de la médecine. Par là même, elle devient incontournable, inéliminable, et elle concourt à maintenir du singulier dans une époque de massification grandissante. Et je souscrirais assez à l'idée de dire que c'est la folie qui va sauver la disparition de l'humain. Le hors-discours, la folie est l'art, bien entendu. L'art échappe aussi.
Le hors-discours présente une autre face qui est celle d'une pathologie, c'est-à-dire que la folie n'a pas que la dimension de sauver l'humain, elle a sa dimension pathologique. Évidemment, elle vient faire un trou dans ce qui est aujourd'hui, ce qui est rationalisé aujourd'hui. Donc elle fait trou, mais elle fait trou avec un prix. Et ce prix, c'est une pathologie. Pathologie sociale donc, mais aussi pathologie individuelle. La fracture, la rupture psychique menace tout autant le sujet lui-même et le soumet à d'étranges phénomènes, le rend étranger à lui-même. Mais c'est parce que l'ordre social est dérangé que la tentative a été très grande de ramener la psychiatrie à sa réduction sanitaire, sociale et médico-légale. Nous y sommes, nous y allons de plus en plus. Ça vient d'être démontré par une judiciarisation galopante. C'est ce que proposent les neurosciences, les théories cognitivo-comportementales, la biologie, la génétique, les échelles de mesure statistiques et ce que l'on banalise sous le nom de troubles ou de désordres. Il leur reste à toutes ces étiquettes, à tous ces classements, à savoir ou à proposer que faire, comment faire, que proposer à un patient, que proposer à celui qui, parce qu'il est un être parlant, un par-l'être, comme dit Lacan, échappe, résiste comme, au traitement, à la coercition, à la rééducation, au dressage, aux électrochocs. Il y a un au-delà, inaliénable. C'est la fonction du langage et de la parole qui le crée. Là où les mots prennent corps, affect, sensation, passion, et qui ne vaut que pour un sujet donné, un sujet singulier. Des mots qui peuvent aussi bien marquer le sujet sans que celui-ci puisse leur donner une signification commune. Je prends un exemple. Une femme est sur le point de divorcer et elle me dit, après avoir pris 25 kilos en 2 semaines, je dois absolument faire le poids vis-à-vis de mon mari. Manifestement, la signification de faire le poids lui avait échappé dans sa valeur métaphorique, mais elle l'incarnait. Dans cette zone muette de sens, il y a des phénomènes psychotiques qui peuvent se déclencher et proliférer. Dans l'histoire de la psychiatrie, on s'est tantôt intéressé aux phénomènes étranges que la parole produisait chez les patients psychotiques, tantôt on a cherché du côté des causes diverses, biologiques, mais aussi médicamenteuses. On a incriminé la syphilis, on a incriminé le social. Enfin, on a cherché des registres de causalité qui n'étaient pas dans le langage. C'est ce qui a fait la force, malgré tout, des grands psychiatres classiques. Ils ont cerné, certains d'entre eux, notamment dans les années 50, ils ont cerné au plus près les diagnostics. Ils ont même, et c'est le cas de Clérambault, identifié le degré zéro de la rupture du sujet d'avec lui-même. Rupture qu'il a qualifiée, que de Clérambault a qualifiée de phénomène élémentaire, élément de non-sens, corps muet, irruption d'une dissociation entre le corps et la pensée. Enfin, on pourrait trouver encore d'autres noms parce qu'il faut en trouver beaucoup des noms, parce que c'est justement très difficile à imaginer. Et c'est parce que c'est très difficile à imaginer que justement on peut s'en emparer et les faire signifier à la manière dont chacun veut le faire. Et c'est ce qui fait que, bien entendu, ça permet à des tas de sciences en tout genre de les faire valoir à leur manière, au fond. Donc, ces éléments de non-sens, ici, par exemple, producteurs de perplexité,
quand le sujet ne sait pas à quoi les rattacher, surgissent dans le continuum de la pensée, où, comme on le disait classiquement, ils rompent la pensée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est pourquoi Lacan a pu faire honneur à la psychiatrie française des années 50 et reconnaître de Clérambault comme son seul maître en psychiatrie. Lacan le dit très justement dans le séminaire Le Symptôme, la structure, c'est-à-dire la psychose, la névrose, ce qui ne dit rien de la personne elle-même, bien entendu, s'attrape au point où le signifiant prend corps. Mais Freud lui-même, avant Lacan, dans son traitement des névroses, et en particulier des hystériques, n'avait pas pour autant méconnu la dimension radicalement autre, radicalement différente de la psychose. Ce point de non-sens, Freud l'identifie comme le point de départ de la psychose paranoïaque du président Schreiber, qui constitue un des 5 cas célèbres de Freud. Il ne s'agit pas pour cet homme, pour Schreiber, sur le point d'être nommé à une des plus hautes fonctions de l'État, président de l'Allemagne, président de la Cour d'appel de Dresde, alors qu'une phrase, un soir, s'impose à lui comme ce que l'on pourrait banalement appeler un fantasme. Une phrase lui vient à l'esprit, qu'il serait beau d'être une femme en train de subir l'accouplement. Il ne s'agit pas, nous dit Freud, d'une homosexualité refoulée, de quelque chose qu'il aurait connu de lui, qu'il aurait soupçonné peut-être, ou craint peut-être, mais bien d'une homosexualité délirante, articulée par une grammaire délirante et sans appel. C'est à proprement parler l'autre divin qui se présente à ce moment-là dans cette phrase, pour lui qui était athée. Donc c'est d'une violence extrême, une petite phrase banale d'une violence extrême, qui est venue le chercher. L'autre divin qui martyrise son corps, l'autre divin qui le réduit au déchet et à la charogne. Ce n'est pas par hasard qu'il y a de l'errance et de la désaliénation dans la psychose. Freud ne considère pas que ce sont des élucubrations, mais en prenant au sérieux les dires du sujet, il découvre ce que celui-ci enseigne d'une réalité inédite, réalité que Lacan nommera le réel en tant qu'il est forclos du symbolique. En tant qu'il est forclos du symbolique, cela veut dire en tant qu'il émerge de cette zone muette dont je vous ai parlé à l'instant, qui est une zone sur laquelle une signification, y compris celle de l'amour, n'a pas eu de prise. Et c'est pour ça qu'il nous recommande, Lacan, de nous entraîner, au fond, à un dialogue nouveau, à un imaginaire nouveau, à faire avec l'autre qui ne nous ressemble pas. Les phénomènes psychotiques surgissent dans le corps, dans le psychisme, inattendus, déstructurants, mortifiants. Ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas non plus des rêveries telles que le névrosé peut s'en faire, comme autant de substituts de sa vie réelle. Ce qui est sa modalité à lui de transformer sa réalité. Non, c'est un effet direct, non symbolisé, non interprété, qui nous conduit, et ceci au fond nous conduit à dire qu'il n'y a de réalité que pour autant que le langage la crée. Et chez le psychotique, le langage crée une réalité mortifiante. S'il n'y avait personne pour dire que les choses sont, elles ne seraient pas. Ceci pour dire que sans nier la dimension de la pathologie psychiatrique, la réalité est soumise au langage pour tout le monde. C'est ça que ça veut dire tous fous. Pas tous pareils, pas tous de la même manière, mais tous fous en tant qu'être parlant. On se raconte tous des histoires, le sujet psychotique les éprouve. La psychanalyse est la seule à venir en aide à la psychiatrie. Et c'est pas au sens
ou elle serait un humanisme. En quoi la psychanalyse n'est-elle pas un humanisme? Tous les courants de pensée qui ont ou qui ont eu un grand homme à leur origine ont produit ce que l'on pourrait appeler des univers de discours, des visions du monde, des Weltanschauung, c'est-à-dire des ismes. La psychanalyse n'est pas un psychanalysme, parce que Freud, en quelque sorte, ne s'est pas considéré comme le créateur de la psychanalyse, mais comme le découvreur d'émotions inconscientes dans lesquelles il s'est inclus. Autrement dit, il n'a pas pensé qu'il était lui le maître des choses et des mots, qu'il était la mesure de toute chose. Et non seulement il ne l'a pas pensé, mais il en a donné la preuve, en parlant de lui, certes, et de ses symptômes. Tout le monde peut le lire, ne serait-ce que La science des rêves. Mais plus encore, il a construit pour la psychanalyse un mythe qui le dépasse, lui, Freud. Le mythe de totem et tabou. Il n'y a pas pour l'homme de père absolu, sauf dans un délire. Pour que cela puisse être maintenu dans la psychanalyse et qu'aucun psychanalyste qui suivra ne puisse occuper cette place, Freud a créé ce mythe. Il y avait à l'origine un père qui jouissait de tout, quelqu'un pour qui tout était possible. Les fils l'ont tué, ils ont eu par la suite à en partager la faute comme conséquence. Tous pareils, tous soumis à la castration. Autrement dit, chacun d'eux a perdu quelque chose de cette plénitude. Avec Lacan, on parlerait plus volontiers de l'incomplétude du symbolique et du sujet divisé, c'est-à-dire de cette part de nous-mêmes que le langage nous fait perdre à partir du moment où nous entrons dans le langage. Le cheminement que fait chaque analyste à travers sa propre incomplétude et vers son propre réel le met à l'abri de se prendre pour l'autre de l'autre, comme nous disons, c'est-à-dire pour l'origine du savoir. Son savoir, c'est savoir qu'il n'a pas à savoir, mais à le faire advenir, ce savoir qu'il va aller interroger chez l'autre. C'est ça, donner au sujet, laisser au sujet la place de son humanité. L'analyste, et il ne peut pas faire autrement, l'analyste, puisqu'il l'a lui-même éprouvé. L'analyste, et a fortiori quand il est psychiatre, est en position, bien sûr, de faire un diagnostic, de penser à un traitement, de penser à un soin, de penser à un lieu de soin, mais à l'intérieur des limites que la dimension langagière lui a soumises. Il ne manque pas de désir, il ne manque pas de pouvoir, il ne manque pas d'action, mais il ne peut en jouir. La jouissance, ce serait ce qui est du ressort de ces jeux sociaux de séduction, de satisfaction paradoxale, de puissance et d'usage du pouvoir. Ça, c'est ce que l'on éprouve de jouissance dans les liens dits sociaux. On éprouve de la jouissance à la coercition, à l'éducation. On attend la reconnaissance de l'autre. Et aussi bien dans la dimension qui gouvernait toute la psychiatrie du XXe siècle, à savoir justement, tu parlais, le paternalisme. Il y a une jouissance du paternalisme. Ce n'est pas possible pour le psychanalyste. C'est toujours cette limitation que nous appelons imaginaire, qui a bloqué les avancées de la psychiatrie. Quel que soit le bien que les psychiatres aient voulu pour leurs patients. Il me faut donc, en passant, égratigner l'antipsychiatrie
point culminant de la psychiatrie humaniste du XXe siècle, et par lequel, jeune psychiatre, je suis évidemment passée. Oui, les journées étaient animées de réunions soignants-soignés. Oui, il s'agissait de penser ensemble les sorties et l'organisation de la semaine dans l'hôpital. Comme, oui, il s'agissait de penser la liberté pour le sujet, comme par exemple nous allions tous voir et nous nous inspirions de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais bon, ça reste un autobus. Ce qui persistait, c'était bien un dehors et un dedans, c'est-à-dire ceux qui étaient hospitalisés et ceux qui le soir rentraient chez eux, ceux qui parvenaient à vivre avec les autres et ceux qui n'y parvenaient pas. Et, concernant les patients, le refus du diagnostic et l'idée que la communauté pouvait être elle-même soignante constituaient déjà à mes yeux une forme masquée, mais néanmoins présente, de la tyrannie du bien que l'on veut à l'autre. Le modèle italien, qui a conduit en Italie à la loi 180, la loi où le social pouvait devenir le traitement de toute maladie psychiatrique, a mené à la marginalisation de nombreux patients qui, de leur errance, ont investi et continuent d'investir les différents lieux publics. À la différence de la France, l'importance, la présence dans le champ social de la religion a contribué à maintenir masquées ces errances à travers des aides caritatives avec un très grand maillage, avec un maillage très serré. Mais pour aller fréquemment en Italie, je peux témoigner aujourd'hui de l'extrême difficulté des parents ayant des enfants psychotiques, isolés dans les villes ou des villages, ne trouvant aucun lieu, non seulement d'hospitalisation au long cours, qui peut toujours être nécessaire, mais aussi de lieux intermédiaires, d'hôpitaux de jour. Il n'y a que des prises en charge ponctuelles et la désolation de jeunes adolescents errants, portés par leur famille tant bien que mal. Pour ma part, pour revenir aux années 70, j'étais déjà à l'époque plus sensible au terme employé par Lacan d'humanisation. L'humanisation du réel. L'humanisation du réel exorbitant qui avait envahi le sujet. La psychiatrie éclairée par la psychanalyse vise en effet à rendre vivable pour un sujet donné sa manière singulière d'être au monde, sa nouvelle manière d'être au monde aussi bien lorsqu'il a été confronté au déclenchement de sa pathologie. Par exemple, parfois, la parole, la dimension psychothérapeutique, suffisent. Ce sont des psychoses discrètes, comme la patiente avec son surpoids dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette petite discrétion, cette petite rupture dans la compréhension commune. Et puis voilà, on va la travailler ensemble. Mais parfois, eh bien, la fracture, la faille s'ouvre beaucoup plus. Et là, un lieu spécifique et un temps nécessaire, individualisé, est attendu pour le rétablissement, non pas du sujet, mais d'une continuité pour lui. Qu'est-ce qui tenait avant ? Comment est-ce que cela peut tenir après ? Et dans la zone où tout s'est ouvert pour lui, dans la zone de la catastrophe imaginaire, eh bien, le lieu vient lui servir de lien. C'est pourquoi les hôpitaux spécialisés peuvent être hautement recommandés et le temps peut être en effet le temps nécessaire qu'il faut pour chaque patient. Bien entendu, vous vous en doutez, ce ne sont pas les murs qui enferment, c'est ce qu'on y fait à l'intérieur qui enferme ou n'enferme pas.
C'est pourquoi je suis particulièrement sensible aux propos parus dans la Libération du 9 janvier 2019 et que je vais prendre très au sérieux, de Madame Adeline Hazan, contrôleuse générale des lieux de liberté, lorsqu'elle critique le systématisme des hôpitaux. Parce que tout est dans le systématisme. C'est par exemple, dit-elle, le port obligatoire du pyjama pendant plusieurs semaines, le retrait du téléphone, l'interdiction de visite pendant le début de l'hospitalisation. Bon, en effet, ce ne sont pas les mesures elles-mêmes qui peuvent, comme toutes sortes de mesures, être valables à un moment donné, pour un patient donné. C'est le « pour tous » qui détruit la subjectivité. Pourquoi, dit-elle, ne réfléchit-on pas à une psychiatrie plus humaine, moins axée sur la sécurité? Pourquoi ne reste-t-on pas dans l'esprit de la psychiatrie de secteur avec des structures en amont, d'autres en aval, faisant en sorte que l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire, ne soit qu'un moment du parcours du patient? Ça, cette mise en circulation est quelque chose qui fait sauter les murs, très discrètement, mais certainement. J'avancerai pour vous 2 cas tout à l'heure, là, paradigmatiques de cette mise en circulation de l'hôpital, et non pas de l'hôpital conçu comme le lieu ultime, le lieu par défaut du soin en psychiatrie. Avant d'aborder ces cas, cependant, je voulais vous dire que ce détour fait par Freud et la psychanalyse par rapport à l'humanisme était nécessaire. Il était nécessaire pour rendre compte du fait qu'il y a pour la psychanalyse elle-même un continuum, une transmission. La psychanalyse, prenant les choses comme elles se fondent et non comme elles s'arrangent, obéit à des principes, pas à des standards. Donc il n'y a pas le caprice d'un homme qui viendrait refonder la psychanalyse. On peut en être dehors, mais si on est dedans, on reprendra les choses à leur fondement, c'est-à-dire à la causalité psychique comme telle. En effet, on ne peut pas sans cesse, et c'est ce que la société fait aujourd'hui, oublier que l'humain est un être parlant, que la parole est créationniste. On ne peut pas, à mesure de l'évolution d'une société, de la science ou d'autres découvertes, oublier que tout cela s'inscrit dans la fonction de la parole et le champ du langage. Oublier la dimension transcendantale du signifiant ou peut-être la réserver simplement à quelques-uns, ce qui est encore pire. Rappelons ce que dit Lacan à son ami Henriet, qui ne manquait pas d'humanisme, mais qui pensait que la folie était une gêne à la liberté de l'homme. Lacan lui répond « Loin que la folie soit le fait contingent des fragilités de son organisme, de l'organisme humain, elle est pour l'homme la virtualité permanente d'une faille ouverte dans son essence d'être parlant, dirait-on avec un Lacan plus tardif. Loin qu'elle soit pour la liberté une insulte, elle est sa plus fidèle compagne. Elle suit son mouvement comme une ombre. Et l'être de l'homme, non seulement ne peut être compris sans la folie, mais il ne serait pas l'être de l'homme s'il ne portait pas en lui la folie comme limite de sa liberté. Alors vous voyez bien, limite de sa liberté veut dire que là où on croit que le sujet fou va être libre et que la liberté sera cet idéal auquel tout le monde aspire, eh bien non. Eh bien non, il y a les troubles du langage, il y a la déstructuration du langage qui vient à cette place. C'est pourquoi il est évidemment la psychanalyse éclaire la psychiatrie et qu'elle est éminemment indiquée dans le cas de psychose. Ah oui. Alors, oui, alors donc ça, je peux peut-être ne pas le dire. Oui, alors je citais l'article de Libération sur la loterie, bon, puisque évidemment les ismes font que
la sectorisation amène la loterie. Évidemment, il va y avoir des services qui vont être orientés d'une manière et d'autres d'une autre, puisque ça manque d'un. Bon, je vais peut-être pas continuer là. Je vais peut-être vous dire 2 mots des patients. Tu pourras y revenir peut-être dans la discussion, oui, c'est pour qu'on ait un peu le temps d'échanger. Mais là, en 5 minutes, je finis les patients. Donc, je prendrai un petit exemple pour vous dire comment on peut faire avec la parole. Donc, je pense à Monsieur M, qui était régulièrement hospitalisé, un patient, tous les 3-4 jours. Il sortait, il entrait, il sortait. Il rentrait, il était mieux à l'hôpital. 3 jours après, évidemment, le verdict. Voilà, il va bien, donc il sort. L'hôpital n'est pas un hôtel, etc., etc. C'est ce qui me donna d'ailleurs l'idée de développer dans un livre que j'ai en cours et qui va bientôt sortir, le syndrome de l'élastique. C'est-à-dire, vous êtes dehors, tac, ça tire dedans. Vous êtes dedans, tac, ça tire dehors. Tout ça pour qu'il ne se chronicise pas, comme on dit. On le faisait sortir rapidement, mais dès qu'il était dehors, il allait mal. M se présente à l'hôpital toujours sur le même mode. Trouble du comportement, menace à sa famille, abus de drogue, provoquant des états d'agitation aiguë. Ces épisodes qu'on côtoie des épisodes d'apragmatisme total. Bon. Le diagnostic de psychose avait été posé. Mais... on avait mis dans le dossier que l'on butait sur l'impasse thérapeutique. On avait beau lui donner tout un tas de traitements, dès qu'il sortait, ça ne marchait plus. Et on pouvait lire dans le dossier que certainement ce patient faisait une utilisation perverse de sa psychose. C'est-à-dire qu'avec une explication comme ça, évidemment, on ne se pose pas la question de soi-même. Le patient, maintenant, il en a plus, mais à l'époque, il avait 35 ans par là. Lorsque je le reçois, donc, pour la première fois, à la question, maintenant il a 60, parce que moi ça fait longtemps que je l'ai reçu, à la première question que je lui pose, il est paradigmatique ce cas. Je lui demande, qu'est-ce qui vous amène ici? Réponse simple, question simple, je veux dire. Il répond, vous le savez bien, c'est ma famille, comme toujours. Je me tiens au ras des signifiants, comme Lacan nous le recommande. Non, je ne le sais pas, mais pourquoi? Il me dit, ils ne veulent plus de moi, je bois, je prends des amphétamines, je me drogue. Bon, je lui dis, pourquoi vous faites ça? Alors, quand je lui dis pourquoi vous faites ça, évidemment, je ne lui dis pas, dites-moi la profondeur de votre être. Un pourquoi? Il répond ce qu'il veut. Il peut me dire, je ne sais pas. Je n'attends pas quelque chose de métaphysique. Il me répond, pour tenir le coup. Ah bon? Il me dit, oui, j'avais trouvé un travail, parce que ses parents voulaient à tout prix qu'il travaille, et pour tenir le coup, je dois prendre ça. Alors moi, je lui demande, pourquoi sans cela ne tiendriez-vous pas le coup? Réponse, je ne supporte pas que l'on me commande. Évidemment, là, vous avez 2 positions. Ou bien vous vous mettez à hurler en disant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne supportez pas la frustration, ça existe, et ce n'est pas ce que Lacan nous enseigne. Donc, je lui dis, mais pourquoi? Quelle idée vous avez sur ce fait de ne pas supporter le commandement? Est-ce que vous-même, vous avez une idée sur la question? Ce n'est pas ma place, me dit-il. Alors, je dis, mais quelle est votre place? Celui qui commande, peut-être? Oui, me dit-il. Alors, je dis, ça fait longtemps que vous ne travaillez pas, peut-être pas facile. Oui, oui, mais je ne peux pas être d'un côté et de l'autre. Ah bon? De quel côté parlez-vous? Dieu sait pourtant, me dit-il, que je ne suis pas capable d'être prophète. Et pour la première fois, donc, ce patient, depuis plusieurs années, me livre les lignes de force de son délire. S'ensuit un entretien, évidemment, où Dieu, à l'adolescence, s'était manifesté à lui et lui avait demandé, à travers la télévision, c'est-à-dire sur un mode hallucinatoire, de lui donner sa vie. Le patient se décrit comme une vraie passoire à parole. Il prêche en permanence, totalement transparent au discours de l'autre. Il en est le prophète marionnettisé. Il suit les gens partout, les envahit de paroles, de cris, de vociférations, exactement à l'égal de la place que lui, il a par rapport à l'autre divin.
une place incohérente, incontrôlable, inflationniste, où se dévident des signifiants non lestés par une signification. Il n'a pas compris ce que Dieu lui voulait. Allions-nous ne faire qu'en accuser réception? Je lui dis, il me semble qu'on vous en demande beaucoup et qu'une chose pareille n'est pas très humaine. Cette intervention, évidemment, j'ai visé son réel, c'est pas lui. Cette intervention fait scansion, le patient pleure. Mais surtout, quelque chose va changer. Il ne fugue plus de l'hôpital. Pas plus qu'ils ne se représenteront des troubles du comportement. Il va accepter de prendre un traitement et le traitement va prendre le pas sur l'automédication qu'il faisait avec les toxiques. C'est sur cette base que démarre un temps d'hospitalisation assez long, et pendant lequel, évidemment, il a fait d'autres choses. Ensuite, il est passé en hospitalisation 2 jours, 3 fois par semaine. Mais durant ce temps, sa thérapie dans l'orientation analytique, avec un psychologue du service qui est orienté par l'analyse, lui a permis d'élaborer, d'affiner, d'interroger, de border cette exigence de Dieu, dont personne n'avait jusque-là soupçonné l'existence. Ce travail le conduira à en conclure qu'à défaut d'être prophète, puisque là, il était avec nous, il n'était plus livré seul à ce Dieu tout-puissant, qu'à défaut d'être prophète, il pourrait être poète. Un poète, en effet, est quelqu'un qui n'explique pas, qui ne se justifie pas, mais qui découpe le langage. Et d'une certaine manière, il peut se reposer dans la ponctuation qu'il donne à son écriture. Nous pouvons dire que c'est pour lui un des noms du réel. Avant, c'était le prophète et la marionnette. Ensuite, c'est le poète. Il a pris sa vie en main, entre guillemets. Évidemment, on ne va pas l'envoyer travailler à l'usine parce qu'il a raison. Il ne peut pas être des deux côtés à la fois, parce que son corps est engagé. C'est ça aussi, la psychose. Ce n'est pas hors corps. Donc, ce que Dieu lui réclame, dit-il, il va, guillemets, essayer de le filtrer sur la page. Ce qui fait ici bord à sa jouissance retentit dans le lien social. Ceux qui voudront, dit-il, pourront me lire. Je ne leur imposerai pas. Se séparant, et dont on voit bien comment lui-même était imposé par l'autre. Se séparant de l'invasion de la langue, comme l'appelle Lacan, il se différencie de Dieu. Il fraternise avec nous, il refait lien avec les humains. Il a trouvé une solution vivable pour qu'elle vienne s'opposer à l'impossible à supporter divin. J'avais un autre cas, l'occasion, je vous le dirai, dans la discussion. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Francesca Biaggi. Je voudrais qu'on ait le temps de discuter, que la salle, que vous puissiez poser des questions. Je voudrais juste, pour commencer, retenir un point, parce que je trouve que tu as vraiment montré ça avec beaucoup de précision et de clarté, finalement. C'est que, voilà, l'hôpital psychiatrique est un lieu qui permet de restaurer un lien. Oui. Hein, voilà. C'est quand même c'est important de le dire, parce que c'est pas du tout la thèse, par exemple, de Michel Foucault. Non. Donc, c'est important, finalement, de dire que il faut aussi un lieu pour restaurer un lien. Et je trouve que tu as très bien montré, finalement, en quel sens l'expérience de la folie était une expérience de la discontinuité. Hein. Oui. Tu as expliqué vraiment de façon très claire ce que Clérambault appelait le phénomène élémentaire, c'est-à-dire tout d'un coup le surgissement d'un phénomène de pensée qui fait rupture dans le continuum des idées. Et finalement, cette rupture, elle confronte le sujet qui en est la proie à une grande angoisse. Et donc, finalement, il s'agit de pouvoir aussi affronter
avec le patient et sans éprouver soi-même de l'angoisse, son angoisse. Puisque tu es parti du refus de la folie aujourd'hui, on pourrait dire que le refus du réel de la folie, c'est aussi le refus de l'angoisse que suscite la folie chez l'autre. Et donc, effectivement, au terme de référence humaniste, tu préfères cette idée plus lacanienne, en effet, de l'humanisation du réel auquel le fou a affaire, c'est-à-dire humanisation de ce réel qui, justement, l'exclut, d'une certaine façon, d'une certaine communauté. Et tu as montré aussi que finalement le discours de l'antipsychiatrie, avec cette référence à la communauté soignante, voilà, ne tient pas le choc par rapport au réel de la folie. Alors, je suppose que vous avez des questions à poser, mais peut-être juste un mot sur Michel Foucault, parce que il dit, il fait aussi appel aux psychiatres. Il dit, j'aurais bien aimé que les psychiatres m'en disent un peu plus à un moment donné. C'est-à-dire que malgré tout, quand il parle du psychiatre, c'est un certain psychiatre qui a remis son savoir et donc son pouvoir au mur. Et de ce point de vue, on peut lui donner raison. Et là, ce que moi je dis, c'est rendons les murs poreux. C'est pas pareil. Parce que... Alors, pour vous laisser peut-être le temps de réfléchir à quelques questions ou remarques, je voudrais redonner la parole à Pierre Sidon sur peut-être une précision, parce que je pense que ce n'est pas forcément connu de ceux qui ne sont pas psychiatres. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette rupture de la réforme 2011 ? Parce que tu es parti de 1838 et du transfert de pouvoir de la justice à la médecine, et tu as dit qu'en 2011, il y avait eu finalement une réforme qui a totalement changé la psychiatrie. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus ? Pour donner juste un cas pratique, c'est une réforme qui permet à un juge des libertés de faire sortir un patient sur la foi, par exemple, d'un vice de forme. Ça n'arrive pas que de façon anecdotique, on entend des histoires comme ça qui font un peu peur. Le juge est censé dire si l'hospitalisation est légitime, c'est-à-dire d'avoir un jugement clinique. Ce que Clérambault, en 1908, critiquait à propos de l'organisation anglaise, fort justement. Alors bon, bizarrement, les psychiatres français ont été assez d'accord avec cette réforme. Et ça, pour moi, ça a été le symptôme. Je veux dire que je suis parti de la psychiatrie juste à ce moment-là pour aller en addictologie. C'est peut-être pas sans lien. Je trouvais que quand même, là, c'était une scansion. J'avais pas mesuré à quel point c'était une scansion qui faisait revenir à un état de la psychiatrie antérieur et pré-psychiatrique même, me semble-t-il. Oui. Non, c'est ça. C'est surtout, en fait, surtout ne pas voir la folie. Mais pourquoi ? Parce que effectivement, la folie, elle fait trop dans le capitalisme ou qui veut que tout le monde doit être pareil pour pouvoir faire appel à justement utiliser les objets, etc. Donc toutes les jouissances qui se manifestent sur un mode individuel dérangent. Et donc la folie dérange. Donc on la judiciarise, il y a un vice de forme, le patient sort, il passe à l'acte, et l'article 122.1, fort justement, comme dit Pierre, n'est presque plus appliqué. Donc, on considère que ce n'est plus du tout le fait d'être fou une circonstance atténuante. Donc, il se retrouve en prison et il reprend des circuits normaux. C'est même une circonstance malheureusement aggravante, l'expertise, mais ça, c'est une critique de toujours de l'expertise. Déjà à l'époque, la critique était là. C'est plutôt un facteur de risque de récidive qui fait alourdir les peines par les juges. Donc, c'est au fond, il y a un mouvement qui verse la folie au compte du système pénal et carcéral, et ensuite à la rue, c'est-à-dire à la disparition de tout ce qui est compté comme sujet de droit. C'est une disparition qui est proche de la mort, en fait. Donc cette réforme, en fait, est une véritable destitution du pouvoir. Il y a une partie de destitution, de décision et du pouvoir clinique. Pas complète, mais en partie, c'est ça, qui est quand même soumise à, on peut dire, à un relatif arbitraire, un autre arbitraire que l'arbitraire du psychiatre, qui est l'arbitraire du psychiatre qui était critiqué,
comme arbitraire administratif, d'ailleurs parce qu'il y a toute une partie de l'hospitalisation qui ne passait pas par le psychiatre, ça peut être le préfet ou le maire qui prennent un décret, comme jadis les lettres de cachet. Cette partie-là n'a pas été modifiée par la loi, c'est-à-dire que ce n'était pas le psychiatre uniquement qui est destitué. Mais il y a une partie effectivement de cette hospitalisation, de ces décisions qui sont motivées par un savoir psychiatrique, qui est maintenant soumise à l'aléatoire du jugement, parfois qui va jusqu'au vice de forme et qui est dangereux. Oui. Alors, il y a une question ici. Docteur Perra, Guillaume. Je suis désolée, Pierre. D'habitude, je suis toujours d'accord avec toi. Et là, je ne le suis pas du tout sur la loi de 2011. En fait, c'est un vice juridique. C'est du même... c'est comme un criminel, enfin, qui pendant 20 ans, on le traque. On réussit à le boucler au bout de 20 ans. Il y a un vice juridique qui ressort. Donc, nous, effectivement, il y a des vices juridiques. Ce sont des gens qui sont internés, enfermés. Que la loi s'applique à tous me paraît un principe démocratique contre lequel je n'irai pas. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, si le juge fait sortir, dit effectivement il y a un vice juridique, on peut faire sortir un patient, il doit sortir parce que la loi m'oblige, moi en tant que juge, de toute façon, à le laisser sortir. Il nous laisse un délai où on peut refaire les certificats. Enfin, il y a toute une... que les psychiatres n'aiment pas, mais quand on doit appliquer, on l'applique. On peut tout à fait garder le patient enfermé. On a un certain nombre d'heures pour le faire. Et il y a un autre point qui est aussi assez intéressant face à la démission de la psychiatrie, c'est que... moi, j'ai travaillé dans un service fermé, sécurisé, donc j'étais vraiment très, très, très soumise à cette loi, avec mes patients et avec les soignants. Il y a un autre point, c'est que le ministère de l'Intérieur est de plus en plus présent en psychiatrie et que le ministère de la Justice, via le juge, peut être un soutien pour le patient et les psychiatres. On est arrivé à une telle démission de la psychiatrie clinique que on trouve presque un appui du côté du ministère de la Justice contre le ministère de l'Intérieur qui nous impose de garder des patients. Enfin voilà, c'est quelque chose que je développerai peut-être, mais... Oui, il y a quand même, on entend beaucoup, moi je n'y suis plus, donc j'expliquais, mais il y a beaucoup de praticiens qui se plaignent de ce côté extrêmement tatillon, très lourd, des certificats, finalement que ça rend les choses encore plus administratives, au fond, pour eux, et on n'a pas besoin de ça. Après, on peut demander, effectivement, ça fait des années qu'on demande à ce que le législateur revoie la loi parce qu'elle est complètement... Il y a des absurdités, d'hospitalisation qui sont beaucoup plus rapides qu'autrefois. Enfin, les familles, on ne leur demande plus leur avis, surtout pas, comme ça permet d'aller plus vite. Bon, il y a des tas de choses à réformer dans cette loi. Mais l'intervention du juge n'est plus... Enfin, moi aussi, j'avais pensé un peu de Clérambault, pour qui va se prendre le juge, c'est lui qui va décider pour le psychiatre. Non. Normalement, le juge, il juge. Enfin, il fait pas. Par contre, ce qui est aussi très intéressant avec cette démission des psychiatres, c'est que là où les patients trouvent un appui pour leurs paroles, c'est auprès de leurs avocats. Le nombre moi, j'ai dans mes fréquentations quelques avocats pénalistes. Ils ont un nombre de patients, non pas en soins, mais quasiment mais c'est impressionnant. Et c'est auprès de leurs avocats que nombre de patients trouvent un soutien, et plus auprès des psychiatres. Donc c'est bien le symptôme, effectivement, qu'une partie de la folie est versée au compte du système judiciaire. Ouais, d'accord. Il y a monsieur là, et ensuite mademoiselle. Et moi, j'ai seulement deux questions. Et la première, c'est tout simplement une réflexion que je me fais. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est juste, mais j'ai l'impression de dire qu'on est en train de débattre et de discuter d'un problème en dehors de ceux qui sont concernés en réalité. Parce que là, vous êtes un couple, comme tous les couples,
on est toujours dans des situations contraires à résoudre, et le couple, depuis l'origine de la vie, doit évoluer jusqu'à ce que si on s'entend, on se lie pour toujours. Si on ne s'entend pas, on se sépare. Ça a toujours été comme ça. Et vous voyez très bien comment l'homme il a pris le pouvoir sur la femme. Et aujourd'hui, maintenant, nous qui sommes concernés, nous pensons que vraiment, il faut faire la promotion de la défense des droits des femmes parce qu'ils sont très, très, très enfermés dans votre situation-là. Donc, ça, c'est la première question qui peut peut-être être une réflexion, mais aussi peut-être une question aussi. La deuxième question, et qui est vraiment très précise, c'est le problème pour lequel moi je suis venu ici dans la salle. Il y a trois petites parties de mon histoire récente ici. Parce que moi, je suis venu étudier ici en France, j'ai fini mes études, j'ai travaillé correctement. Après, pouf, tout d'un coup, j'ai ce problème-là. Et je vous le note. Premier jour, mariage, enfant, ça, on peut dire comme ça. Deuxième jour, divorce, donc le juge, comme on a dit là, ça, on passe. Troisième jour, je me retrouve avec mon enfant hospitalisé à mon insu. Parce qu'il y a une loi qui permet à l'hôpital que dès que vous arrivez au service d'urgence, un des parents seul, lui tout seul, peut signer un papier et tu envoies l'enfant à l'hôpital. Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Vous parlez de la psychiatrie? Envoyer un enfant en hôpital psychiatrique? On parle de la psychiatrie, psychanalyse, non? Puisque l'enfant, moi, quand il y a eu le divorce, l'enfant est resté parce qu'il avait été amené par sa mère. Et c'est nous, on ne fait jamais de débat sur les enfants. Donc l'enfant était absent 5 ans. Donc il revient, il veut voir son père, on le lui empêche. Donc vous voyez bien que nous sommes dans l'histoire de que vous avez discuté. Et donc, là, vous m'arrêtez. On ne va pas. Votre question? Ma question, c'est comment on fait? Puisque moi, quand l'enfant il a été amené, déjà piqué, donc la psychanalyse médicale, ce n'est que là où quelqu'un qui me connaît m'appelle et je m'en vais m'interposer. Quand j'arrive, le juge, on se rend compte tous les deux ensemble que ce n'était pas nécessaire. Et j'ai rétabli mon enfant par une simple explication de son nom. Puisque moi j'ai nommé mon nom, pas mon nom, puisque ici c'est le paternalisme, mais j'ai nommé mon nom de mon père, qui est au Congo. Et puisque nous, on a 2 civilisations superposées, donc je lui ai expliqué le sens du nom de son... Aujourd'hui, il est sorti. Il est sorti, on m'a remis mon garçon. Parce que lui, il s'est mis à réfléchir seulement sur ce qu'il... Ça va être très difficile de vous répondre sur cette situation particulière. Non, mais c'est un témoignage, donc. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Mais au moins, il faut que ça soit connu. Puisque si on ne fait pas le mariage de résoudre les problèmes, comment un couple... Mais le monde entier est devenu un couple. C'est juste. Si vous ne voyez pas. La traversée maritime, là, c'est par ça, vous pensez ça? C'est juste. Bon. C'est juste. Je ne peux pas répondre. Alors, il y avait une question, mademoiselle. Et après... Monsieur, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire des interventions courtes parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et donc poser votre question. Merci. Bonsoir. Alors, je suis psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse. Comme ça, ça précise d'où je parle aussi. Alors, j'écoutais très attentivement le circuit que vous décriviez qui amènerait donc de l'hôpital psychiatrique jusqu'à la prison, en fait, quelque part. Oui, pratiquement. Donc, la psychiatrie se retrouve aussi en prison, c'est-à-dire que... Se retrouve, pardon. En prison, il y a des Oui, CNPR, oui. des hospitalisations... des UXA, des UHSA. Et donc, la question vient se reposer aussi sur un autre mode. Donc, je ne sais pas ce que vous pourriez avoir à en dire. Oui. Et là, quelque chose que je rencontre dans ma pratique, avec la question de l'ordonnance 45 qui est en train d'être modifiée, et de l'enfance délinquante, où je rencontre des jeunes psychotiques, inscrits dans des pratiques délinquantes, et donc pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. Et je suis dans de très très grandes difficultés
face à la pédopsychiatrie. C'est-à-dire que ça refuse de répondre pour des raisons que j'entends, qui sont des raisons de sécurité, etc. etc. Mais voilà, c'était un problème, une question, une réalité que je voulais vous soumettre. Voilà. Merci. Pour ce qui est de la prison, il y a eu une étude de Rouillon et collaborateurs il y a une petite dizaine d'années. Bizarrement, on trouvait des taux extraordinaires de psychose en prison, alors qu'on a un article 122 qui doit être à 0,4% avant l'entrée en prison. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça se fait qu'on en trouve autant. Quand on regarde l'étude, eh bien c'est simple, c'est qu'on s'occupe d'eux. Donc du coup, on se dit, ah bah oui, il y a un problème psychiatrique une fois qu'ils sont en prison. Quand ils sont à l'extérieur, il n'y a pas du tout cette attention, il n'y a pas d'entretien, on fait des études avec remplir des cases, on n'arrive pas à prendre la mesure des problèmes, alors que quand ils sont en prison, on se dit, ah oui, là, il y a une population qui présente des symptômes qu'on n'avait pas vus à l'extérieur. Alors oui, évidemment, s'en occuper en prison, c'est plus simple parce qu'ils sont là, sauf que les délais de prise en charge sont énormes. Il y a des délivrances de médicaments un petit peu systématiques, sans forcément des entretiens. Il n'y a pas le personnel pour ça. Donc c'est vraiment le pire des lieux qui soit pour se soigner de sa psychose. Alors oui, c'est ça. Non, mais quand même, vous n'en êtes pas sûr parce que mieux vaut un lieu que pas de lieu du tout. Voilà. Alors, les questions qu'on est en train de se poser aujourd'hui, enfin, là, il faut vraiment essayer de changer de paradigme. Là, c'est vraiment le moment ou jamais. C'est-à-dire, en effet, la psychiatrie est arrivée jusque dans la prison parce qu'il n'y avait pas de lieu. Alors, le problème essentiel, c'est l'hôpital psychiatrique vilipendé. Vilipendé, il a été jadis, à juste titre et pour certaines raisons. Ensuite, les murs sont devenus, comme je disais tout à l'heure, plus poreux. Néanmoins, ça continue. On continue à dire surtout pas, continue éventuellement à ne pas vouloir hospitaliser, à faire entrer cette crainte de la spécialisation de l'hospitalisation, alors que ce serait le lieu où, si on lui donne une dimension ouverte, ce qui est possible, dans lequel le patient entre dans un lien transférentiel de confiance, c'est possible. 40 ans, j'en témoigne, mais je fais un livre qui va sortir, donc vous verrez. C'est possible. Et à ce moment-là, évidemment, le lieu de l'hôpital psychiatrique perd sa signification classique d'enfermement. C'est à ça qu'il faut essayer d'arriver. Si on le peut, on essaye tous autant qu'on est. Mais c'est le point majeur. C'est ça qui va faire tomber la coercition. C'est ça qui va faire tomber le cercle infernal de prison et ce que vous déplorez. Alors pourquoi un lieu ? Je l'ai dit, mais je vais redire le point. Quand je vous parlais du corps muet, c'est-à-dire de cette zone où le patient perd ses repères avec son propre corps, éventuellement, avec l'autre, eh bien, les discours ne sont pas là, y compris le discours de la psychanalyse. Ce n'est pas un patient qui est en pleine crise qu'on va dire « Attendez, on va essayer, dites-nous votre enfance ». Enfin, ça, c'est une caricature de la psychanalyse. Personne ne croit plus à ça, et à juste titre. Ce n'est pas ça. Donc, le lieu du refuge, le lieu où le sujet peut poser son corps pour pouvoir lui-même ensuite, avec le thérapeute et les psychanalystes et autres, reprendre sa vie en main, pour parler simplement, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond, reprendre une organisation post-bouleversement, il faut un temps et un lieu pour ça. Et on ne peut plus continuer à dire l'hôpital psychiatrique, quelle horreur et ça. Oui, quelle horreur, ça dépend ce qu'on en fait. C'est ça le problème. Et vous avez raison, vous témoignez de ça, vous. Il y a une question là. C'est justement ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. Ah ben je suis d'accord, a fortiori pour les adolescents. Pas de place. Je suis hyper d'accord avec vous.
une place ouverte. Il n'y a pas eu beaucoup de places créées en pédopsychiatrie, de places d'hospitalisation, il n'y a jamais eu. Attendez, il faut, les échanges sont enregistrés, donc il faut parler dans le micro, mais on va laisser il y a quelqu'un qui voulait poser une autre question. Bon. Isabelle. Elle a raison, c'est le sujet. Bonsoir, merci pour vos exposés, parfois un peu obscurs, mais bon. Moi, je voulais saluer, vous remercier par la fin de votre exposé où vous présentez votre pratique et un exemple. Et là, on voit bien que vous arrivez à mettre du sens et c'est un peu ce qui nous manque. Après, là où je vous rejoins pas vraiment, c'est dans l'idéalisation de l'hôpital psychiatrique. Parce que vous dites qu'il faut un lieu pour accueillir la crise et le bouleversement. Et moi, je pense que ce n'est pas le lieu qui manque, c'est les gens qui font le lieu, en fait. Oui, je suis d'accord. Si ce lieu était au coin de la rue et pas à l'hôpital psychiatrique à 100 alors là, il y a vraiment un problème d'organisation, si vous voulez ça. C'était le projet du rapport de santé mentale Pierre Roland. Il voulait que les psychiatres soient sur les lieux de passage des patients. Pratiquement, c'est difficile à réaliser. On met les gens au même endroit et comme ça, on arrive à avoir plus de monde. Je suis désolé. Mais... Bon, je suis d'accord, alors. Non, je voudrais... je finis rapidement. Après, je vous répondrai aussi sur le lieu. Non, mais juste rapidement. Non, mais c'est sympa quand même d'avoir des psychologues dans les couloirs de la RATP. Il y a des trucs bien si on peut, mais avec le peu de moyens qu'on a, alors, je vais vous répondre méchamment. Alors, j'ai essayé d'être diplomate, mais donc moi ayant été hospitalisé récemment en psychiatrie, pour moi l'hôpital ça reste quand même une prison. Attendez, parce que dire que l'hôpital... Répondez juste après. Vous me direz, est-ce que la contrainte, c'est du soin? Est-ce que quelqu'un qu'on hospitalise sans consentement, c'est du soin? Est-ce que la chambre d'isolement, chambre de soins intensifs, c'est du soin? Quand quelqu'un veut se faire du mal, je suis désolé, mais l'empêcher de le faire, c'est jusqu'à preuve du contraire. On est obligé, c'est même la loi. Donc on peut discuter la non-assistance à personne en danger si vous voulez, mais enfin jusque-là. Donc votre point de vue, je le respecte, mais je vous dis juste que les patients ont des droits. C'est pour ça qu'il y a le juge qui intervient. Et juste pour vous dire aussi que la contention, il y en a qui arrivent à s'en passer, tout comme les chambres d'isolement. C'est ce qu'on souhaite aussi. Oui, mais de dire qu'on est obligé d'attacher ou de mettre quelqu'un en isolement pour pas qu'il se suicide ou pour pas qu'il se mutile, je pense que c'est un renoncement thérapeutique en fait. Et quand vous vous dites psychanalyste, vous êtes quand même pour une vision où on pourrait échanger par la parole en évitant ces pratiques coercitives. On est d'accord ? Monsieur, si c'est possible, on est absolument d'accord. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Je crois qu'il faut être... quand j'ai parlé du lieu, j'ai aussi parlé du temps. Il y a une urgence subjective. Ça peut arriver. J'ai un patient qui voulait absolument rejoindre son fils qui était mort et il voulait passer par la fenêtre. Il a été hospitalisé. On ne pouvait pas faire autrement. Il était en plein délire. Ça n'a pas duré. 2 jours après, quand je lui ai dit « Monsieur, vous auriez fait quoi à ma place ? Quand vous voyez quelqu'un sur le bord de la fenêtre qui tombe, vous le retenez ou vous le poussez ?» Il m'a dit « Je le retiens. » Quel est le point essentiel ? C'est qu'ensuite, nous avons créé à Villejuif une hospitalisation de jour ouverte. Donc, on ne doit pas se priver de quelque chose qui peut, à un moment ponctuellement, quand le réel est là, quand tout est débordé, quand la parole ne peut plus rien, ça arrive, eh bien, à ce moment-là, un instant, on peut retenir le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il va être enfermé. Pourquoi ? Parce que derrière, nous pouvons mettre en place, et nous espérons tous ici, autant que nous sommes, mettre en place et obtenir que les services de l'État mettent en place, au fond, un lieu spécifique qui ne veut pas dire d'enfermement. Spécifique, ça veut dire justement où on peut ensuite ouvrir sur une écoute pas comme ça, une écoute qui a des conséquences de sortie. Donc, il y a une logique, si vous voulez, c'est une logique qui doit être à l'œuvre. Pas des idées toutes faites sur faut-il enfermer ou pas enfermer.
Bien sûr que personne ne veut enfermer, mais le problème n'est pas là. Moi, si je suis en danger, eh bien, il y a non-assistance à personne en danger. Il faut que l'hôpital arrive à être, à un moment donné, peut-être à la limite de la non-assistance à personne en danger, et ensuite la parole comme relais. Ce que d'aucuns peuvent, au fond, critiquer à juste titre, c'est quand il n'y a pas le relais ensuite par la parole. C'est-à-dire, on vous a hospitalisé, on vous donne un traitement, et maintenant vous sortez parce que l'hôpital, c'est pas... Bon. Alors ça, c'est affreux. Ça, oui. Et c'est pas la même chose que ce que nous vous disons. On vous parle de moments ponctuels, individuels. Ça dépend du sujet lui-même, de où il en est et ce qu'on peut faire pour lui. Oui. Peut-être une dernière question, au fond. Oui, monsieur. Bon, merci. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez, vraiment pour un néophyte, expliquer, soit par une définition, une analogie, ce que vous voulez, mais vraiment en 3 phrases, ce que vous entendez par le terme référence humaniste? Donc je vous laisse le choix de la forme, une analogie, une définition, ce que vous voulez, mais en 3 phrases. On est plus néophyte que vous. Nous. Est-ce qu'il y a une personne à qui vous adressez la question? Celui ou celle qui se sentira le plus à même de répondre. Je pense que c'est pas facile de répondre non plus. On peut dire en tout cas que c'est peut-être une référence à ce qui, de l'humain, se distingue, voilà, des autres espèces. Voilà, c'est peut-être une référence où on peut l'entendre comme ça, c'est-à-dire que cette référence humaniste, on peut l'entendre comme une référence au jeu, une référence à la parole, une référence à l'inconscient si on s'inscrit dans cette perspective, mais en tout cas, elle est mise en avant ce soir essentiellement pour faire valoir une orientation qui ne soit pas justement du côté de la scientifisation de l'humain, du côté, disons, de l'abord en termes purement neuronal de la folie. Donc, dans ce sens-là, voilà, il s'agirait d'une approche qui fait une place. Je crois que Francesca Biaggi a employé cette expression. L'expression que tu as employée, Francesca, que j'ai bien aimée, c'était laisser au sujet la place de son humanité. Voilà. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Si vous voulez, bon, ce qu'on entend classiquement par humanisme, c'est moi la seule chose, la petite coloration négative qui est très discrète, puisque moi-même j'ai appartenu à l'antipsychiatrie, par exemple. C'est, au fond, il ne faut pas être trop humain au point de penser que l'autre doit être comme vous. C'est la mêmeté qui m'inquiète. C'est la mêmeté. Au nom de l'humanisme, on peut vouloir la mêmeté. Je suis bien, donc l'autre doit être bien. Ça ne marche pas comme ça. L'autre a ses propres modalités d'être. Et parfois, comme le réclame Lacan, il faut faire un effort pour dépasser le modèle que l'on croit être, parce que mine de rien, on croit quand même tous être un modèle. On a beau ne pas le vouloir, mais quand même. Donc, au fond, dans le soin, qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'il va être mieux que nous. Vous savez, moi, à l'hôpital, j'ai vu des interdictions de fumer à tout prix. Enfin, à l'époque, maintenant, c'est pour tout le monde, mais à l'époque, etc., etc. Interdiction de boire, etc. La moindre bière, etc. Donc, on voulait que le patient soit mieux encore que nous tous. Non, mais attendez, là, où on va, quoi? Donc, au nom de quoi? Donc, là, il s'agit simplement que sa modalité d'être à lui puisse trouver une place parmi les autres, sa place. Voilà. Peut-être une toute dernière question, mais vraiment, alors. Mademoiselle. Elle avait levé la main, je crois. Merci, merci.
C'est-à-dire, moi, je tiens à répondre à ces questions-là. Très, très rapidement, parce qu'on doit finir. Je fais très vite, même si je suis psychologue en psychiatrie d'orientation analytique, mais en fait, je me demandais quand même, c'est passionnant tout ce qui se dit là, mais il y a quand même cette idée on peut vite tomber dans la victimisation de on est des psychanalystes, on veut faire parler le sujet et les neuroscientifiques nous en empêchent. Non, je caricature. Mais du coup, je me demandais comment on peut penser la responsabilité de la psychanalyse dans tout ça, comment on a échoué, qu'est-ce qui se passe, pourquoi par exemple les parents d'autistes forment des associations de haine contre la psychanalyse pour tuer les psychanalystes qui ont détruit leur enfant, des choses comme ça. Comment on peut penser ça? Est-ce qu'on est responsable? Il faut toujours penser qu'on a une part de responsabilité, vous avez raison, c'est l'éthique de la psychanalyse, ça peut aller jusqu'à une certaine forme de terrorisme pour soi-même d'ailleurs. On peut tout à fait générer un transfert négatif, notamment par un usage excessif de la parole dans le registre du sens, de donner du sens par exemple, et tu as un écueil qui a pu heurter et qui a pu générer des transferts tout à fait négatifs et contre-productifs. Je crois que c'est une des interprétations possibles de ce qui s'est passé dans le cas de l'autisme. Et c'est pas toutes les orientations psychanalytiques ne vont pas dans le sens de rajouter du sens. Il y en a aussi pour lesquelles on traite directement la question de la jouissance, c'est-à-dire de l'effet du signifiant sur le corps, sans la question de rajouter du sens sexuel notamment, etc., qui génère parfois des allergies colossales, des sujets qui ne supportent pas, à juste titre, d'être interprétés parce qu'ils le sont déjà beaucoup dans leur vie. Une des réponses possibles, il y en a sûrement d'autres. On peut quand même peut-être dire qu'il y a aussi aujourd'hui des associations de parents d'enfants autistes qui défendent la psychanalyse. Faut le dire quand même. Bon, merci beaucoup pour vos questions, pour vos remarques, et merci surtout à Pierre Sidon et à Francesca Biaggi pour leurs éclairages.